Salut, c'est Guillaume de la Botchain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de cette femme qui pourrait nous rendre fortunés, Lyn Alden, et son livre Broken Money. Dans la première partie, la première vidéo, j'avais parlé de l'évolution de la monnaie, j'avais parlé de la création des banques centrales et des masses monétaires. Ça reste important, mais là, dans cette partie, on va voir réellement comment ce système comment ce système nous vole et pourquoi c'est une fraude, quoi. Je pense à l'effet Cantillon notamment, et bien évidemment, oui, en première partie, la collatéralisation qui a été supprimée, on verra, à un moment donné, avec le dollar US et la réserve fractionnaire. Alors à propos, premièrement, de la collatéralisation du dollar US à travers les décennies du dernier siècle, l'évolution, il faut prendre en compte l'accord de Bretton Woods qui fait partie du plan Marshall. Cette évolution a eu lieu lors d'un moment de crise, qui est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été l'occasion pour les États-Unis de mettre en place leur stratagème. Les pays qui étaient en difficulté, voire en grande difficulté du fait des dégâts et voilà, des dommages de toutes sortes causés par la guerre, eh bien, ces pays-là avaient besoin de soutien financier. Les États-Unis ont accepté de les aider, mais en échange, ils devaient embrasser leur vision des choses concernant l'argent et la commercialisation, tout ça, quoi. Donc c'était une sorte d'asservissement, plus ou moins consenti, mais voilà, en tout cas, c'était l'occasion pour les États-Unis d'agir, alors que leur proie était en conditions difficiles, quoi. Là, ils étaient fragiles à ce moment-là, donc ils en ont profité. Stratégiquement parlant, militairement parlant, oui, je dirais que c'est normal, mais c'est uniquement militairement parlant, quoi. Ça reste terrible, quoi, dans un sens. Pour ces pays, pour avoir une idée en fait de l'évolution à partir de là, en 1944, une once d'or valait 35 $, et actuellement 2400, quasiment 2400 $, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, ça laisse imaginer les dégâts depuis, quoi, en termes de dilution de la monnaie. Ensuite, à partir des années 60, ce système-là a commencé à s'effriter, et la Fiat Party a commencé à partir de 1971 sous la présidence de Nixon. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, la possibilité d'échanger ces dollars contre de l'or est devenue impossible, sous prétexte que ça a causé des problèmes et que voilà, c'était la faute des spéculateurs, tout ça. Bien évidemment, à ce moment-là, il a dit comme quoi ce serait temporaire, mais au final, c'est devenu définitif, un peu comme, voilà, toute crise amène des choses soi-disant temporaires, mais finissent par devenir définitives. C'est le jeu. Et enfin, à propos du pétrodollar, le moment où le monde a basculé dans le système qu'on connaît actuellement, la Fiat Party, le début des emmerdes, quoi. Alors, comment les États-Unis ont procédé? Ils ont fait une sorte de pacte avec les pays produisant du pétrole pour que ces derniers utilisent le dollar en tant que monnaie d'échange. Pourquoi? Parce que ces pays pouvaient être menacés, et les États-Unis sont arrivés, ont dit, bah, voyez, nous, militairement parlant, on est puissant, donc voilà, on va vous protéger, mais en échange, vous acceptez d'utiliser notre monnaie fiduciaire, le dollar. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que tous les pays qui avaient besoin de pétrole, ont fini par utiliser du dollar aussi, vu que c'était obligatoire. Et le dollar a fini par gagner en pouvoir d'achat par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Mais le problème, c'est que la compétitivité au niveau exportation a fini par diminuer, parce que la monnaie était de plus en plus forte par rapport aux autres pays. En contraste, on peut penser à la Chine. Voilà. Et finalement, l'industrie des États-Unis a fini par en prendre un coup, quoi. Et pour y remédier, les États-Unis sont sans cesse, oui, en train d'utiliser un déficit commercial, soit en déficit commercial, parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Pourquoi? Parce que à la fois, oui, on peut dire que, étant donné que c'est la monnaie de réserve mondiale, ça a des avantages, mais l'inconvénient, voilà, c'est que ça finit par empoisonner en fait le pays en question. Et là, en l'occurrence, ce sont les États-Unis, quoi. Voilà, donc c'est mérité, j'ai envie de dire. Je tenais à dire que oui, qui dit déficit commercial dit besoin d'emprunter, et qui dit besoin d'emprunter dit dette, oui, mais aussi impression monétaire. En tout cas, oui, création
de monnaie à partir de rien, quoi. Tous les pays, je crois que c'est 160 pays à l'heure actuelle, ont suivi ce modèle, ce qui fait que dans certains pays comme l'Argentine, au Liban, au Venezuela, bref, dans plein de pays, eh bien, on se retrouve avec des dilutions faramineuses. En l'espace de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, la monnaie perd énormément de valeur. Ça peut être 10, 20, 30, 50%. Enfin, j'ai pas les chiffres, les nombres en tête, mais c'est ouf. C'est ouf parce que les personnes qui épargnent avec la monnaie du pays, bah, en fait, elles se font paupériser, mais à un point, c'est astronomique comparé à l'euro, au dollar. Dans, dans, dans les pays d'Occident, on se dit ouais, l'inflation c'est difficile, mais là-bas c'est une toute autre histoire, quoi. Voilà le problème avec cette méthode, quoi, de fonctionnement. Et à partir des années 70, la descente aux enfers a commencé. Et je pense que beaucoup de personnes à travers le monde, mais en tout cas on va parler de la France, beaucoup de personnes en France se demandent pourquoi ces dernières décennies elles se sont appauvries. Elle est là la raison en fait. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs, mais je pense que c'est le facteur principal. Et étant donné que peu de personnes sont conscientes de ces éléments, et toi tu visionnes cette vidéo, donc maintenant c'est bon, tu pourras pas dire que tu ne sais pas comment tout cela fonctionne, eh bien elles ne peuvent rien faire, du moins elles pourraient faire quelque chose, mais elles en sont inconscientes, elles ignorent ce fait, donc voilà, elles l'ont dans le baba pour rester poli. Ok, alors si t'es encore là, c'est que t'as vraiment envie de savoir à quel point je me fais intuber, tu te fais intuber, tout le monde se fait intuber. Écoute bien, qu'est-ce que l'effet Cantillon? Alors, cet effet a été découvert par Richard Cantillon au XVIIIe siècle, et en fait, il décrit les effets de l'ajout de monnaie en circulation sur l'inflation. Imaginons, donc là c'est un exemple qu'il a pris, je crois. Imaginons que l'on découvre une mine d'or dans une économie qui utilise l'or en tant que monnaie d'échange. Eh bien, les personnes qui vont utiliser cet or vont obtenir des biens et des services à un coût très intéressant, qui sont à la base de cette émission. Donc ça c'est cool, oui, c'est vraiment c'est agréable pour eux. Et surtout qu'à ce moment-là, les prix ne vont pas fluctuer. Et les prix seront les prix qui avaient été fixés avant cette découverte d'or et avant que cette quantité-là d'or arrive sur le marché. Voilà. Secondement, donc les personnes qui vont recevoir cet or, donc en l'occurrence les marchands qui vendent des biens et des services, eh bien ces personnes-là vont aussi vendre à des prix intéressants. C'est-à-dire que pareil, il n'y aura pas de fluctuation à ce moment-là, il n'y aura pas d'augmentation, diminution, quoi que ce soit. Donc ce sera intéressant aussi pour ces acteurs du marché. Toutefois, après quelques années, eh bien, la masse monétaire, là dans notre exemple c'est l'or, l'or en circulation aura grandement augmenté, et c'est à partir de là donc que les prix vont commencer à augmenter. Pourquoi? Parce que l'or est, dans notre situation, l'or est dilué, il y en a de plus en plus. Et là j'ai surligné, j'ai mis en gras, since more money is in circulation, chasing a similar amount of goods and services. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation? Parce qu'il y a davantage de monnaie en circulation, mais les services et les biens, du moins la production de biens et services, n'augmente pas. Donc finalement, il y a un déséquilibre. Et c'est ça, après, qui pose problème. Et qui cause l'augmentation des prix. Voilà. Finalement, les personnes qui étaient à l'origine, à la base de cette émission, elles se sont mises très bien, ça c'est sûr. En revanche, plus on s'éloigne de l'épicentre, j'ai envie de dire, c'était voilà, des personnes qui ont trouvé cette nouvelle, oui, dans notre cas c'était de l'or, et bien plus on s'éloigne donc de ces personnes, pire c'est. Parce que ces personnes-là, donc les travailleurs, je dirais lambda, qui n'ont aucune idée de tout cela, et bien ces personnes-là, elles ne se sont pas rendues compte de l'augmentation de la masse monétaire, et donc elles n'ont pas pu anticiper en fait l'augmentation des prix. Donc elles se sont retrouvées avec les mêmes rémunérations, tout ça, et, voilà, et elles se retrouvent face au mur, et voilà, elles n'ont plus qu'à subir, quoi. Voilà en gros ce qu'est l'effet Cantillon, de Cantillon Effect, et c'est ce qu'on vit actuellement
dans nos pays. C'est pour ça que oui, le SMIC, on aimerait bien avoir une augmentation de SMIC et tout ça. Ça changera rien. Alors peut-être que sur les semaines et sur les mois, ouais, en bout d'un moment, il y aura sûrement des améliorations, dans le sens où on pourra acheter davantage de choses, mais très vite, vu que la monnaie en circulation continuera d'augmenter, eh bien, il faudra de nouveau augmenter. Enfin, ce sera pas vraiment, ce sera pas guérir, ce sera soigner, mais ce sera pas une véritable guérison, quoi. Voilà. En parlant des cantillionaires et de l'effet cantillon, je te recommande d'aller suivre Bitcoin for Freedom sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'il tire à balles réelles, il dit des vérités. C'est cru, mais c'est la réalité. Là, dans ce tweet qui date du 11 juillet, justement, il explique comme quoi que voilà, tu sois de gauche, de droite, Trump, Biden, ou peu importe le pays dans lequel tu es, peu importe le bord politique, on s'en fout. Parce que à la fin, c'est équipe Bitcoin contre équipe cantillionaires. Et si tu détiens pas de Bitcoin, tu es un esclave des cantillionaires, étant donné que peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, ils font ce qu'ils ont à faire et ils diluent ce qu'ils ont à diluer. Donc si tu détiens pas de Bitcoin, tu te fais diluer. Voilà, c'est la nouvelle insulte, je crois, se faire diluer. Et enfin, pour terminer, on va voir la réserve fractionnaire. Je vais passer en revue les points, les aspects les plus importants. La réserve fractionnaire affecte aussi la masse monétaire et donc pose un problème en termes d'inflation, comme le reste. Alors, pour faire simple, la réserve fractionnaire, en fait, est apparue au moment où les banques ont réalisé que les personnes qui déposaient leur or en banque, eh bien, ne retiraient pas tout d'un coup. Donc, toutes les personnes qui avaient déposé leur or ne décidaient pas du jour au lendemain de retirer l'intégralité. Et à partir de là, eh bien, des banquiers se sont dit pourquoi garder 100% de l'or qui a été déposé? Pourquoi ne pas accorder des crédits, par exemple à hauteur de 20%? Donc en gros, on garde 80% de l'or qui a été déposé, et les 20% restants, eh bien voilà, ça nous sert à accorder des crédits, et par extension, recevoir des intérêts, donc ça fait plus de revenus. Voilà, ça c'était l'idée de base. Mais, bien évidemment, les personnes en charge vont avoir tendance à tirer un peu trop sur la corde, et petit à petit, ils se sont aussi rendus compte que, eh bien, si ils diminuent les réserves, eh bien, ils pourront carrément en fait offrir, grâce aux intérêts obtenus, ils pourront offrir aux personnes qui déposent de l'or, eh bien, des intérêts. Pour dire voilà, vous déposez tant, vous aurez 5% par an, voilà, peu importe. Donc ça va encore plus encourager les personnes qui détiennent de l'or à en déposer à la banque. Et ça fait boule de neige. Mais ce mode-là de fonctionnement, il porte à bout d'un moment, eh bien, il peut s'effondrer, quoi. À tout moment, si il y a une crise X ou Y et que tous les dépositaires, ou la vaste majorité des dépositaires demandent à récupérer leur or, ou peu importe la monnaie en question, eh bien, tout s'écroule, quoi. Parce que c'était illusoire à un certain stade. La banque ne détenait quasiment plus, en fait, d'or. Du moins, les dépositaires pensaient qu'elle détenait le montant en question, mais ce n'était plus le cas depuis un petit moment. Et second point important sur la réserve fractionnaire, si une institution décide d'accorder un crédit à une autre institution, eh bien cette même institution qui a reçu les fonds peut, à son tour, accorder un crédit à une autre institution, etc. etc. Donc, voilà, j'ai fait un petit exemple. Si une institution A, voilà, 10K, l'institution B reçoit un prêt de 5K de la part de l'institution A, eh bien l'institution B peut à son tour accorder un prêt à l'institution C, qui elle-même accordera un prêt à l'institution D, etc., etc., etc. Et à la fin, si l'institution A souhaite récupérer ses fonds auprès de l'institution B, l'institution B lui dira en fait sur les 5K j'en ai prêté de K5, et de même pour l'institution C. Voilà. Donc, ça fait qu'à la fin on se rend compte que la vaste majorité des avoirs sont illusoires, et vu que ces institutions détiennent les fonds des retails, ça peut être un compte courant ou peu importe, et bien ces personnes-là se disent oui, alors j'ai tant à la banque, mais en fait ce montant-là n'existe pas vraiment, ou en tout cas il existe en partie par rapport à de base money. Si tu sais pas ce que c'est
The Base Money par rapport à The Broad Money Supply, je t'invite à regarder la première vidéo sur le sujet. En gros, The Base Money, c'est l'argent physique et c'est l'argent que détiennent les banques commerciales à la réserve fédérale. Donc là, dans le cas des États-Unis, c'est la réserve fédérale. Voilà, c'est juste ça, là, The Base Money. Et The Broad Money, c'est la monnaie en circulation, donc la quantité de monnaie en circulation plus large. Voilà. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la première vidéo, t'en sauras plus. Et ce fonctionnement eh bien, est bancal, clairement. Elle dit que, comme beaucoup d'autres, que ce mode de fonctionnement est comparable au jeu des chaises musicales. Pourquoi? Parce qu'une fois que la musique s'arrête, pour X ou Y raison, eh bien les choses peuvent très vite dégénérer et s'effondrer. Voilà, merci à toi d'avoir tenu, et surtout remercie-toi toi-même, parce que tu t'accordes beaucoup de valeur en accueillant cette information qui est difficile à, je dirais, à avaler, mais c'est comme ça. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, des suggestions, à partager avec des personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient peut-être ouvrir les yeux sur la situation, et aimer si tu as aimé. Voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Guillaume de La Blockchain. That use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them. We call them poor. We call them poor. Okay? Right, like, the point is, if you have the superior asset, it's going up forever, Laura. Forever. Right, I mean, right, but I mean, we can all look Bitcoin sort of as Forever, Laura.